Donc, on va pouvoir démarrer. J'excuse Alima. Non, c'est pas Salima, c'est Alima Stali, qui est une collègue du département qui est souffrante et qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, nous allons être deux avec Kumba Fantadium et moi-même pour vous présenter ce petit film. Est-ce que vous pouvez lancer le PowerPoint? Alors, ce qui me semble intéressant dans ce film, c'est que c'est un outil qui a été fait avec des jeunes. Pas un outil fait par des jeunes, c'est pas de la prévention par les pairs, mais c'est des jeunes qui ont vraiment très activement travaillé à sa construction. C'est un projet qui a émané d'un établissement scolaire, le lycée Louise Michel à Épinay. Au départ, c'est une prof, Élise Bocherel, qui est une prof engagée, parce qu'elle c'est aussi la présidente de Canal, qui est l'association de prévention spécialisée qui rayonne sur Saint-Denis et Aubervilliers. Bon, exercice, elle dit... On a un temps de travail sur la recherche, la méthodologie de la recherche, aboutir à un exposé. Et elle leur dit, bah, vous choisissez le thème. Et les gamins choisissent la prostitution des mineurs. Elle disait qu'elle n'y connaissait rien. Bon, elle va chercher des ressources pour traiter ce sujet-là. Et je crois que ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que les gamins, sur 2 ans, vont vraiment mener un travail de recherche, rencontrer des intervenants, que le scénario émane pas de leur représentation, hein, mais d'un travail sur leur représentation. Notamment, nous, à la MPCA, on va les rencontrer. On va notamment inviter Vincent Dubel, qui intervient cet après-midi, qui va rencontrer ce groupe et réfléchir avec eux, enfin les aider à penser les processus qui amènent des gamines à se prostituer. Donc il y a vraiment un travail très actif. En tout cas, au bout d'un moment, les mômes disent on ne va pas se contenter d'un exposé, on va faire un film. Ils vont rencontrer, grâce à la Maison des Femmes, Camille Cotin, qui va leur donner des cours d'acting. Mais au départ, ils se disent on va faire un film avec nos téléphones, quoi, pour faire de la prévention auprès des jeunes. Et puis, Élise Bocherel va dire, bon, j'ai un groupe qui est passionnant, mais je ne sais pas plus quoi faire. Et puis, dans son réseau, il y a Ambre Le Guilly, qui est productrice, qui dit, écoute, je vais essayer de t'épauler. Elle va chercher de l'argent, notamment le département, mais aussi Pleine Commune, la ville d'Épinay, le ministère de la Santé, vont mettre suffisamment d'argent pour que le projet se réalise. Et ce qui fait qu'on a un objet qui est d'une très bonne qualité au plan technique, mais qui aussi a été conçu avec des jeunes. Et je crois que c'est une démarche très importante en prévention. Parce que quand les adultes veulent faire de la prévention, par exemple sur la prostitution des mineurs, ils ont tendance à se dire, on va faire une histoire où il y a un personnage, peut-être avec une capuche noire. Est-ce qu'on lui met des yeux globuleux, un nez crochu, du doigt noueux, et qui vont dire « Good, petite, c'est bien, l'escorting ». Puis alors, la petite, elle croque dedans, puis elle tombe dans la prostitution. Et là, les ados, ils se disent « Non, mais... vous prenez pour des abrutis, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. » Et concevoir l'histoire avec eux, à partir de ce qu'ils connaissent, et ils en savaient, eux-mêmes n'étaient pas concernés, hein, les jeunes qui ont participé au film, qui ont écrit le scénario, mais ils étaient sur un territoire qui a été très tôt impacté par ce phénomène de la prostitution des mineurs. Nous, on travaille depuis plusieurs années là-dessus. On s'est aperçu que des territoires pauvres qui côtoient des territoires riches
Et c'est le cas de Épinay, avec derrière des parties assez cossues du 95. Mais on a observé ça dans d'autres zones, hein, soit des villes complètement limitrophes de Paris, étaient surimpactées. Aujourd'hui, je pense que ça s'est vraiment diffusé partout. Mais dans les moments où ils ont travaillé sur le film, c'était pas encore à ce point. Donc ils avaient quand même suffisamment de témoignages, ça impactait des jeunes sur leur lycée, sur les collèges, dans leur environnement. Ils étaient complètement conscients de la réalité du phénomène. Donc je crois que c'est important. Par exemple, la Civis, là, ce groupe comme ça qui travaille sur la question des violences sexuelles sur mineurs et sur l'inceste, là va former un groupe miroir. C'est-à-dire, ils vont sélectionner un groupe d'adolescents et ils vont présenter leurs travaux à des adolescents pour leur demander vous en pensez quoi. Et je trouve que c'est vraiment important quand on travaille sur ces sujets de travailler avec eux. Alors je vais vous donner quelques clés avant de vous projeter le film de compréhension, parce que on est un peu surpris. Peut-être la slide suivante. Alors la première clé, le film se donne au premier abord comme un film qui va reprendre les codes de la cité. Ça commence par une chanson avec un rap, et puis les questions de plan sous, qui est le terme qui permet de désigner des annonces à caractère sexuel. Là, vous avez des petites reproductions de choses qui peuvent apparaître sur les réseaux sociaux. Vous avez des évocations de sites comme OnlyFans ou Mime, où on peut, contre des images, recevoir de l'argent, où c'est pas encore de la prostitution, du chemsex. Bon, mais ça a déjà un peu des évocations du phénomène. Aussi, à un moment, il y a un personnage qui dit « Ouais, c'est pas un compte ficha ». Ficha, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais ça veut dire c'est affiche en verlan. Ce sont des comptes qui sont créés où des gens vont regrouper des images, des nudes, des vidéos qui vont concerner les jeunes filles de tel quartier ou de tel collège. Ça peut s'appeler Salope, collège Condorcet. Et puis ils vont mettre toutes ces images avec les téléphones de ces filles, leur adresse, leur compte Snap, pour les vulnérabiliser et les mettre en situation de danger. Les forcer parfois à être recrutés. Ça, c'est une image de compte Snap, comme ça. Et puis aussi des images qui renvoient au business. Donc, ça, je vous renvoie à un très bon exposé de Pujol sur comment, à un moment, les trafiquants qui tirent la langue se disent pour se refaire. Là, j'ai pas besoin d'investir pour acheter de la drogue. Il suffit de prendre la copine ou la copine de la copine, etc. Bon. Donc, on a ce type de monde qui, quand on regarde le film au premier abord, c'est ce monde de la cité. D'ailleurs, il y a des gens qui disent « Ah non, mais on ne peut pas l'utiliser en dehors du 9.3, peut-être à tel endroit. » Et non, quand on l'utilise ailleurs, ça marche aussi. Pourquoi ? On peut voir sur la slide suivante. En fait, les codes, ce n'est pas les codes de la cité dans ce film. C'est les codes du manga, de l'animé japonais. Et ça, il faut... Moi, je m'en suis farci pas mal. Des mangas et des animés japonais pour comprendre comment ça marche. Souvent, on va trouver des trios avec un personnage, en général, d'adolescent qui est beau ou belle et assez cérébrale, assez puissante. Il y a cette image-là. Il y en a un deuxième qui est un personnage impulsif, un peu plus vulnérable, colérique. Et puis vous en avez un troisième qui est un peu plus enfantin, qui aimerait bien ressembler au grand, mais à qui il manque quelque chose pour être, qui n'est pas encore. Bon. Et ce qui est intéressant dans ces trios qu'on va retrouver, alors ça peut être deux garçons, une fille, ça peut être une fille selon les différents mangas et animés, mais ça renvoie à trois images de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il y a l'adolescent un peu
prétentieux, qui arbore avec sa superbe, etc. Ouais. Puis il y a l'ado qui vit par rapport, qui reste encore un peu un bébé, puis qui attend du regard des autres, quoi. Il est tout le temps dans une relation à quêter l'approbation de ses pairs. Et puis vous avez l'ado vulnérable. Et finalement, tous les ados, ils sont à la fois un peu cette image de capitale beauté, de puissance, etc. Puis par moments, ils sont l'enfant, le petit bébé. Et puis à d'autres moments, ils sont dans une situation de vulnérabilité, de paumé. Et là, on a dans ce film 3 personnages, donc Amy, Yasmine et Naya, avec Amy qui est celle qui est la belle, cérébrale, un peu autoritaire, qui sait ce qu'elle veut. On a Yasmine qui est plus enfantine, et puis elle est complètement sur la relation aux autres, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. Elle a tout le temps besoin d'acceptation. Et puis Naya, elle, qui est, dont on va voir très vite que elle est harcelée, moquée, et donc elle est celle qui est en difficulté. C'est de voir ensuite la slide suivante. Alors, oui, donc les vulnérabilités de Naya, c'est son souhait d'orientation était rejeté, elle est moquée sur les réseaux sociaux, et puis on va voir qu'en fait, elle préfère ne pas se rendre dans une fête auquel les 3 copines ont été conviées. Et aussi par rapport à cette histoire des 3. C'est-à-dire que souvent dans les mangas et les animés, c'est parce que le groupe va se dessouder qu'il va arriver des drames. Si le groupe reste uni, ça va aller. Et là, Naya dit non, mais je ne veux pas y aller, etc. Puis, non, il faut que tu y ailles, quoi. Je veux dire, on est unis comme les doigts de la main. Slide suivante. Donc oui, un petit mot comme ça au passage sur le harcèlement et sa violence. C'est-à-dire que c'est Freud qui dit que pour humilier quelqu'un, il faut être 3. Il faut quelqu'un qui dise un propos qui dénigre, il faut une victime, il faut un rieur. Et souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'agression en elle-même, c'est le fait que quelqu'un ait ri. Ça peut être un tiers interne, ça peut être mes ancêtres qui vont arriver en disant jamais personne n'a parlé comme ça entre nous. Peu importe, mais il faut ce regard qui va être qui nous disqualifie, quoi. Mais avec Internet, le nombre de rieurs divulgateurs deviennent exponentiels. C'est incontrôlable. Et donc ça crée un état d'impuissance tout à fait inouï. Et donc, effectivement, l'honorabilité, l'estime de soi se trouvent effondrées. Et évidemment, des gens vont pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Slide suivante. Et puis, bon, il y a les 2 qui ne sont pas gentils dans l'histoire, Steve et Lina. Steve, c'est celui qui a réussi, qui affiche une belle réussite. Lina, c'est la fille aussi qui a l'air d'avoir un bon réseau relationnel qui peut entraîner les autres, qui est dans la séduction, qui réussit à entraîner Naya. Et puis, slide suivante. Alors, on a Amy qui est la fille cérébrale, qui est un personnage très important. Quand on a fait des évaluations sur... les jeunes nous disent, finalement, c'est un personnage auquel on peut s'identifier, qui nous dit un peu comment se comporter. Mais d'un point de vue narratif, elle a aussi une fonction. C'est qu'au départ, on nous a planté le décor. 3 copines vont partir sur une fête. Au fond, si elles restent unies, ça va bien se passer. C'est ça la logique. Et finalement, non seulement c'est ce personnage-là, mais aussi c'est quelqu'un qui va nous mettre à l'affût. C'est quelqu'un qui va enquêter. Elle fait l'objet d'une séduction par Steve, mais elle s'en méfie et elle est très attentive à tout ce qui se passe. Et elle induit pour le spectateur, mettez-vous
en situation d'observation. Parce qu'aussi, ce qui est très fort dans ce film-là, c'est qu'on a quelque chose qui est très, très rapide, saccadé, plein d'images. Ça qui va permettre aussi le débat avec le groupe, c'est que chacun aura vu un bout du film, aura eu son attention mobilisée par telle ou telle dimension. Voilà. Et donc, oui, elle est très attentive, elle analyse la situation, elle comprend qu'il se passe des choses pas claires, elle se préoccupe de ses copines pour leur dire « on s'en va ». Elle prend la décision, elle, de partir, même si ses copines ne parlent pas, parce qu'elle ne sent pas la situation. Hein, donc elle se fait confiance en elle-même. Slide suivante. Et effectivement, le groupe éclate. Il éclate parce que Naya lui dit « mais moi, j'ai besoin d'être la reine de la soirée ». Parce qu'elle lui dit à un moment « ah ouais, si tu n'es pas la reine de la soirée, tu vas tout nous gâcher, quoi ». En fait, elle a besoin, elle, d'être la reine d'une soirée parce qu'elle est effondrée, quoi. Et sa vulnérabilité va être exploitée. Il suffira de reprendre le même schéma de séduction, c'est-à-dire on offre un sac, on lui dit bah tiens, tu veux visiter la super villa, et puis tu vas voir les chambres, c'est extraordinaire. Et puis bon, elle va y aller, alors que c'est la suivante. Et aussi, on voit bien que cinématographiquement, on a plein d'images qui se succèdent à différents moments. Et ça renvoie aussi à l'esthétique du manga, où on a souvent des images sur des yeux, sur une main, sur des choses comme ça. Et finalement, bon, ouais, il se passe quelque chose dans la chambre. Mais ça n'a pas l'air très joyeux. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très clair. Hein. En tout cas, il y a manifestement plusieurs garçons qui l'attendent dans la chambre. Elle est filmée. On ne voit pas beaucoup d'expression de désir sur son visage. Un peu, on a vu qu'elle avait bu aussi au cours de la soirée. Voilà, slide suivante. Et donc, on peut arriver à la conclusion que finalement, elle a peut-être subi un viol. Mais cela dit, il y a eu d'autres images où on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vont dire « non, mais il n'y a pas de fumée sans feu ». À un moment, on voit une fille qui fait une fellation, c'était peut-être Naya. Ah bon? Qu'est-ce qui vous amène à penser que ça pourrait être elle? Bah oui, bah si elle est accusée de tourner plus que la roue, hein, on n'est pas accusé pour rien. Hein. Ah bah elle a accepté d'avoir un sac. C'est que c'est une fille vénale, donc forcément, et ça permet, parfois, alors c'est des points de vue minoritaires dans le groupe classe qui vont être énoncés comme ça, mais qui vont au moins lancer le débat sur, finalement, comment on jette le discrédit. Quand il s'est passé un truc grave, bah, c'est la fille qui en a été responsable, quoi. Ça peut se mettre en discussion. Dernière slide. Et donc... ensuite, reste à savoir comment, en fait, va subir ce qu'on appelle une sextorsion. Elle va être invitée, si elle ne veut pas que les images soient divulguées, à se rendre sur un plan sous. Et là, les copines, comment le groupe va être confronté à ça, on reste là-dessus, et on peut donc, à partir de là, lancer la discussion. L'intérêt aussi, c'est que ça dure 12 minutes. Ça nous laisse ensuite pas mal de temps pour décortiquer le film et pour discuter de tous ces phénomènes autour de la sexualité. Ça évoque la question de l'exploitation sexuelle, mais ça évoque aussi des choses comme la sextorsion, la divulgation de nude, qui sont des expériences beaucoup plus courantes, heureusement, que la prostitution elle-même, qui reste encore fort heureusement très marginale. Par contre, les expériences de divulgation de nude et de harcèlement sont beaucoup plus fréquentes, et donc on peut avoir, selon le groupe auquel on s'adresse, possibilité d'aborder différents types de sujets. Donc, il faut bien voir que c'est un objet, vous allez voir, assez surprenant, qui demande de l'attention. C'est pour ça que je préfère vous donner des clés avant pour le lire, parce que bien souvent, il y a un écart entre les codes des ados, ça tu en reparleras,
qui les gamins, ouais, c'est clair, bah oui, c'est ça qu'on vit, quoi. Et puis des adultes qui disent, waouh. Alors, une chose que je vais dire pour ceux qui éventuellement regarderaient la vidéo, on va pas passer, on coupera le film au montage. Pour 3 raisons. D'abord parce que c'est des adolescents, hein, qui ont signé, qui ont donné, leurs familles ont donné leur accord, mais dans des cadres précis pour diffuser ça dans des cadres de prévention, de sensibilisation de professionnels. Mais une fois que c'est mis sur Internet, ça va n'importe où. Hein, donc ça n'a aucun sens. Une deuxième raison, c'est qu'il y a aussi des droits d'auteur qui sont à la fois des droits pécuniaires mais surtout des droits moraux. Hein. Je veux dire, les gens qui ont fait ça, c'est pas pour que ces images puissent être repiquées autrement, quoi. Et puis aussi, comme tout film qui est émotionnant, il vaut mieux le regarder à plusieurs dans une salle que tout seul devant une petite lucarne YouTube où on ne voit pas grand-chose et où on reste seul avec ces émotions-là. Donc je vous propose de lancer la projection du film. Alors avant d'engager des échanges sur... je vais donner la parole à Kumba Fontadiou, qui est donc conseillère conjugale dans les centres sexuels du département. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment des acteurs qui ne sont pas des experts en prostitution en général ou prostitution des mineurs s'approprient cette thématique à l'intérieur d'un travail sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Écoute, je te laisse la parole, Kumba. Alors bonjour, donc moi je suis Kumba, je suis conseillère conjugale et familiale. Donc moi j'interviens au sein des PMI départementales de la ville de Noisy-le-Sec et j'interviens en milieu scolaire auprès des jeunes collégiens et lycéens sur des actions de prévention et de sensibilisation autour de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc la prostitution des mineurs, alors c'est un sujet que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en 2021, juste avant le Covid. Donc j'intervenais dans un lycée de la ville, un lycée professionnel. Et donc j'intervenais dans une classe STMG, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une spécialité de jeunes filles qui font des études pour devenir, des études de mode. Et donc, lorsque je suis arrivée dans l'établissement, j'ai été interpellée par le chef d'établissement qui m'a informée du fait qu'une enquête de police se réalisait au sein de l'établissement, puisqu'un réseau de prostitution avait été démantelé dans la classe où j'intervenais. Donc voilà. Donc avec ma collègue, je vous avoue qu'on s'est regardé dans les yeux en se disant mais comment un réseau de prostitution peut, dans un lycée quoi. C'était juste pour nous déconcertant et surprenant. Et lorsque nous sommes intervenus dans la classe, on a senti une ambiance assez anxiogène, un clan très clairement affiché de 2 groupes d'élèves qui clairement se sont tapés dessus pendant l'intervention. Donc, bien évidemment, cette intervention n'a pas pu avoir lieu, puisque donc, une bagarre a eu lieu. Mais cependant, ça nous a quand même interpellés sur le fait que, déjà, la problématique de la prostitution, on ne la connaît pas, mais on voudrait en savoir un peu plus. Pourquoi est-ce que ces élèves se sont bagarrés ? Donc, on a tenté de faire on va dire, on a mis en place de façon, mais vraiment très improvisée au sein de la classe, une sorte de cellule de crise où on a demandé aux filles de nous expliquer ce qui se passait, bien qu'on savait qu'il y avait une enquête de police qui était menée. Et de là, les filles nous ont dit, en fait, ça, c'est le groupe des putes, parce qu'en fait, c'est des filles qui ce sont des michetonneuses. Alors, le terme de michetonneuse, je suppose que vous le connaissez toutes et tous. On l'entend souvent dans les établissements scolaires, mais qu'est-ce qui signifie très exactement ? Parce qu'on n'a pas la même, on va dire, interprétation, nous, les adultes, et nos jeunes.
Alors moi, j'ai voulu pousser un peu plus le débat, les discussions, en leur demandant voilà, qu'est-ce que c'était qu'une michetonneuse. Et donc, d'après un groupe de filles, les michetonneuses, en fait, c'était celles qui séduisaient des hommes, tout simplement, de jolies filles qui alpaguaient les hommes, mais en retour, il n'y avait rien. Elles accompagnaient juste des hommes dans des sorties. Enfin, voilà, c'était plutôt quelque chose de très glamourisé, d'après leurs explications. Et l'autre groupe de filles nous disait non, elles couchent avec des hommes pour avoir des cigarettes ou pour avoir une paire de baskets. Clairement, ce sont des putes. Donc, je vous avouerai qu'on est ressorti de cette intervention, enfin de cette, on ne peut pas dire intervention, mais on est ressorti de cette séance avec ma collègue en se disant, écoutez, enfin, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il va falloir qu'on travaille sur le sujet, qu'on en sache un peu plus et qu'on puisse accompagner, aider les filles qui sont dans de telles situations. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet et que j'ai été formée, notamment par l'association, oh là là, j'en perds les mots, de Katia Asteria, pardon, de Katia Baudry sur la problématique de la prostitution des mineurs, puisque finalement c'est des situations que nous on reçoit dans nos consultations en PMI. Donc PMI, Centre de protection maternelle et infantile. Nous avons un service de planification familiale où nous recevons des jeunes filles qui viennent nous solliciter pour faire des tests de grossesse, pour utiliser un moyen de contraception, pour avoir des préservatifs. Et puis, c'est vrai que quand on échange avec les filles à ce moment bien précis, ben, malheureusement, c'est aussi pendant ce temps d'échange qu'on apprend qu'elles se livrent à de la prostitution. Donc l'idée, c'était qu'on puisse, nous, intervenir dans les établissements de la ville pour faire de la prévention sur ce fléau qui devient vraiment un fléau qui prend de plus en plus de proportions. Moi, il n'y a pas une année depuis 2022 où je ne rencontre pas ces situations, que ce soit au lycée ou au collège. Et ma pire crainte, c'est que bientôt, on va devoir peut-être se déplacer dans les écoles primaires, puisqu'il faut savoir que les jeunes filles sont recrutées dès la fin de l'école primaire, aussi surprenant que cela puisse paraître. Donc, lorsque j'interviens dans les établissements, donc j'ai commencé par intervenir au lycée, auprès des secondes, puis des terminales. Et clairement, ils me riaient un petit peu au nez, les élèves, en me disant « Mais on sait ce que c'est, Koumba, la prostitution. C'est plus auprès des plus jeunes que tu devrais intervenir. » Et très honnêtement, grosse remise en question, parce qu'effectivement, alors je ne dis pas qu'ils sont tous avisés sur la question, mais en tous les cas, effectivement, c'est vraiment auprès des plus jeunes qu'il faut pousser nos actions de sensibilisation, nos actions de prévention. Que dire sur ce retour d'expérience? C'est que moi, quand j'interviens dans les classes, alors on fonctionne comme on vient de le faire là, actuellement, c'est-à-dire qu'on diffuse le court-métrage. Enfin, avant la diffusion du court-métrage, on fait une petite présentation des missions de la conseillère conjugale. Donc moi, en l'occurrence, j'accompagne pas uniquement les jeunes. J'ai une consultation spécifique pour les femmes victimes de violences conjugales que j'accompagne sur le plan psychosocial et juridique. Et j'ai un second axe de prévention qui est le collectif où effectivement j'interviens auprès des jeunes. Et donc je leur explique quelles sont mes missions. Ensuite on partage, on fait des petits cas cliniques en fait. Je leur donne des petites situations comme ça pour qu'ils puissent eux se sentir concernés et se dire ah oui effectivement on a toute notre place à venir en PMI parce que juste une petite question comme ça. Quand je vous dis PMI, d'après vous, quel est le public concerné par ces centres? Si quelqu'un a un petit élément de réponse, je veux bien. Pardon? 0,6 ans. 0,6 ans. Alors, effectivement, la PMI, c'est un service qui accueille les mamans et les enfants de 0 à 6 ans, mais aussi c'est un service qui accueille les jeunes. Les jeunes, donc les adolescents. Malheureusement, c'est assez méconnu, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes ne savent pas qu'ils peuvent franchir la porte de la PMI et qu'ils peuvent donc
avoir une offre de soins, qu'on peut les accompagner autour de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc, je leur présente des cas de figure d'une jeune fille, par exemple, ou d'un garçon qui vient nous voir parce que, voilà, Kumba, je viens te voir puisque j'ai un retard de règles, j'aurais besoin de faire un test de grossesse. Ou bien, j'ai des rapports sexuels, j'ai besoin d'utiliser un moyen de contraception. Ou un garçon qui vient, souvent les garçons ils viennent en groupe, venir chercher des préservatifs, par exemple. Ou un autre exemple, on envisage d'avoir notre première relation sexuelle et on a besoin d'avoir des conseils. Alors ça peut paraître assez bizarre, mais c'est pour ces questions-là que les jeunes viennent vers nous. Alors pour en revenir sur la présentation de mon intervention, donc on consacre une bonne petite demi-heure à mes missions en tant que conseillère conjugale au sein de la PMI. Et ensuite, on diffuse le court-métrage. À l'issue de ce court-métrage, on avait pour habitude de faire un débat parce qu'il suscite énormément de questionnements, ce court-métrage. Il est vrai que, alors au départ, on peut avoir des élèves assez introvertis, et puis à la fin du court-métrage, là, ça fuse dans tous les sens. Ils ont tous envie de prendre la parole. Alors c'est assez contradictoire parce qu'on a plusieurs cas de figure. On a des élèves qui sont assez chamboulés par le court-métrage. On a des élèves qui sont complètement fermés. Et ça questionne aussi tous ces comportements. Mais en tous les cas, ça laisse place au débat. Alors, c'est souvent des débats qui se passent dans l'ensemble, je dirais bien. Mais je retiens quand même des débats qui se sont très mal passés. Donc, c'est plus des débats finalement, où ça a été assez houleux, avec énormément de jugements. Où le cas de Naya, par exemple, était typiquement, voilà, il n'y a pas de polémique là-dessus. Naya, c'est une pute, point barre. Il n'y a pas à discuter. On ne cherche pas à comprendre le contexte de vulnérabilité. Un jugement lui est placardé. Et donc, moi, ça m'embêtait que les élèves soient autant fermés. Et j'ai décidé de modifier mon champ d'intervention, c'est-à-dire que après le court-métrage, je décide que ma classe va devenir une salle d'audience, puisqu'il y a énormément de jugements qui fusent de part et d'autre. Et donc, les élèves, on va dire, les plus récalcitrants, les plus jugeants, les plus réfractaires, vont devenir les avocats des parties. Donc, ils vont devoir défendre la victime, en l'occurrence, qui aurait pu être Naya. Je vais choisir 2 élèves qui vont être juges et assistants du juge. D'autres élèves aussi, alors c'est toujours par 2 et puis on tourne tout au long de la séance. On va choisir un procureur et on va essayer de débattre comme ça, comme si nous étions dans un tribunal, avec des arguments que chacun va pouvoir apporter pour essayer de comprendre, d'aider, d'accompagner, voire même de protéger la victime. Donc ça marche plutôt bien, ça les passionne, enfin, ils aiment beaucoup ce format-là. D'ailleurs, on a même pour objectif de faire intervenir une avocate, une vraie avocate ce coup-ci, avec qui j'ai la chance de travailler pour venir aussi animer ces audiences. Voilà. Donc le retour de Plan Sous, il est plutôt, moi je dirais, positif. C'est un super outil que j'utilise maintenant systématiquement. Le fait qu'il soit représenté par une certaine diversité, tant sur le plan socio-culturel, on a des filles noires, on a des blanches, enfin ça c'est intéressant je trouve, et c'est ce qu'on voyait très peu dans nos outils qu'on avait tendance à diffuser auprès des jeunes. Et là, cette diversité, justement, ça leur permet aussi de se représenter et de se sentir aussi, de pouvoir s'identifier à un quelconque personnage. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans l'ensemble. Que dire de plus ? Je vais vous laisser plutôt vous poser des questions. On va donner
Est-ce que vous avez des questionnements autour de ce film? Je sais pas. Alors, juste quand même pour... alors, c'est important de le dire. Quand on parle de la prostitution des mineurs, nous, peut-être qu'en tant qu'adultes, la représentation qu'on a de la prostitution, c'est celle de la prostitution d'antan. Alors, quand je dis d'antan, c'est D''ANTAN, où on pouvait voir des femmes sur les trottoirs de Paris, sur des talons de 10 cm, en tenue affriolante, aguicher des hommes. Alors cette prostitution-là, elle est, j'ai envie de dire, révolue, même si elle existe encore, mais c'est très marginalisé. Aujourd'hui, cette prostitution des mineurs, elle n'est pas visible sur l'espace public. C'est-à-dire qu'une personne lambda ne reconnaîtra même pas une jeune fille qui se livre à de la prostitution, ne serait-ce que par sa tenue vestimentaire, qui va être une tenue très simple, hein, dans son plus simple appareil, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi qui questionne et qui inquiète, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. Donc ça ne s'identifie pas. Et nous, vous me direz peut-être, mais comment est-ce que nous, on arrive à repérer ces situations de jeunes filles? Et nous, ces situations, on les a surtout sur orientation. On a la chance de travailler avec les établissements. On a une certaine proximité avec le corps pédagogique, parfois même avec les profs, qui vont constater des comportements, je dirais, inquiétants chez certaines filles et qui vont nous solliciter. Parfois même, ça va être des filles qui vont venir nous voir directement à la PMI pour nous faire part du fait qu'elles sont dans des situations de danger, de risque, et qu'elles ont besoin d'être aidées. Tu disais aussi que quand tu passais le film, généralement, tu observais discrètement mais comment les mômes réagissaient et que parfois c'était extrêmement révélateur, quoi, ça pouvait orienter ton travail. Tout à fait. Alors c'est vrai que l'idéal quand on intervient sur cette thématique, c'est d'être deux animateurs. Un qui va, on va dire, animer et l'autre observer tous les mouvements de la salle. Moi, il arrive souvent que durant mes actions de prévention, alors il y a presque systématiquement, j'ai envie de dire, un ou une élève qui a besoin de sortir de la classe. Sortir de la classe pour une pause pipi urgente ou besoin d'un Doliprane, ça va pas du tout, je vais faire un malaise. Enfin, et on comprend bien que c'est le sujet qui, je dirais pas qui fâche, mais qui perturbe. Toujours pas de questions. Bonjour, je suis éducatrice actuellement en EVARS et je commence une formation CCF dans 8 jours. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir assister à cet atelier. J'avais une petite question du coup sur l'accompagnement justement des jeunes filles qui viennent vous voir ou qui sont orientées par le personnel éducatif. Quels outils vous pouvez mettre en place? Comment ça fonctionne? Parce que j'imagine que c'est un accompagnement qui est quand même assez délicat et compliqué, que ça doit être un peu difficile pour ces jeunes de réussir à parler. Et du coup, à partir du moment où la personne se présente ou est orientée, du coup, un peu comment vous fonctionnez, comment vous arrivez à les accompagner? Alors c'est une question très intéressante parce que c'est vrai que c'est là où se pose nous notre difficulté. Ça va être sur l'accompagnement, sur le suivi et sur la durée de ce suivi. Alors moi je donne souvent l'exemple, vous savez, d'un véhicule. Nous sommes toutes les deux dans un véhicule. Tu es la conductrice, je suis la passagère. Et donc toi en tant que conductrice, c'est toi qui vas passer les vitesses. Donc quand tu vas sentir que ça va aller trop vite, on va rétrograder, on va ralentir ou on va même freiner. Ça, c'est important de leur imager la situation comme ça pour qu'on puisse maintenir cet accompagnement avec les jeunes filles de façon à ce que elles ne nous fuient pas en fait. L'idée, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec elles et qu'elles sachent que c'est elles en quelque sorte qui vont driver finalement cet accompagnement.
nous, on va se montrer dans la mesure du possible, hein, disponible pour elles. Alors, s'il faut aller boire un verre, on peut aller boire un verre. On va les accompagner à leur consultation médicale. On va les accompagner à la mission locale, par exemple. Voilà, tout ça, c'est un accompagnement qui va aussi créer une relation de confiance entre la jeune et le professionnel. C'est vrai qu'aussi la question de la santé sexuelle est quand même un espace où se crée relativement facilement du lien avec ces jeunes filles. C'est-à-dire qu'elles sont dans des types de situations où l'éduc qui va lui parler d'un projet, c'est quoi il n'y a plus de projet, tout est éclaté, elles sont dans du trauma, etc. Et puis, c'est comment la santé sexuelle, elle s'impose immédiatement, quoi. Ensuite, élaborer psychiquement, apprendre à reconnaître des signes de trauma qui vont faire qu'à ce moment-là, on va comprendre pourquoi il faudrait peut-être voir un psy. Alors, si on dit tout de suite, va voir un psy, elle va dire, mais je ne suis pas folle, et claque la porte. C'est aussi d'expliciter tous ces signes, c'est-à-dire que c'est santé sexuelle, et puis aussi, tout aspect du traumatisme, quand même, dans votre formation, et le soutien juridique, c'est quand même adossé à tout ça. Et donc, les professionnels des PMI, des centres de planification, maintenant ce qu'on appelle les centres de santé sexuelle, parce que finalement c'est plus clair de les appeler comme ça, qu'on est en train d'adopter en Seine-Saint-Denis, sont des acteurs assez privilégiés pour ce premier contact. Ensuite, ça va poser le fait que... oui, on peut retravailler à la création de liens de confiance avec les adultes qui ont été largement rompus. Parce que la majorité des adultes qui voient, c'est des clients. Hein. Donc, ça ne donne pas une très belle image des adultes. Bonjour, alors moi j'ai une question, j'ai lu dans le livre qui était présent là-bas, j'ai anticipé un petit peu, j'ai vu que cette sensibilisation s'adressait aussi aux parents et je voulais savoir si vous aviez déjà pu le réaliser auprès des parents et du coup comment ça s'articule la sensibilisation et quelles réactions vous avez pu avoir auprès des parents. Alors, pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de présenter ce livret aux parents, ni le court-métrage. On le fait auprès des professionnels. Donc nous, on travaille avec des équipes pluriprofessionnelles, donc composées de psychologues, de psychomotriciennes, de puéricultrices, de professeurs aussi. Donc avec qui on a partagé cet outil-là. Justement, l'idée, c'était de pouvoir aussi le travailler avec les parents. Puisqu'on a souvent des situations où, et puis c'est très bien justement quand les parents s'interrogent sur ce qui va être dit aux enfants, à leurs enfants, lors des interventions scolaires. Sauf que malheureusement, on n'a pas de retour de parents là-dessus. Pourtant, on a une très bonne communication via Pronote où on informe les parents que les élèves vont recevoir une action de prévention sur la thématique de la prostitution des mineurs. Je vous avoue que depuis 2 ans, on n'a jamais eu de retour de parents. Il y a eu quelques exemples, notamment là sur Montreuil, l'association Léa a organisé une rencontre avec un groupe de parents, avec des situations contrastées, quoi, des parents qui tombent des nues, qui n'imaginent pas que ce soit possible, tout simplement, et donc pour qui c'est une prise de conscience. En même temps, on m'avait dit que c'était une séance compliquée parce qu'il y avait une mère qui était, elle, très concernée et qui commençait à raconter son histoire. Et l'animatrice se demandait, mais est-ce que c'est vraiment le lieu? J'en ai entendu, on va peut-être... et qui commençait à... peut-être à... Parce que finalement, ces parents, quand ils sont confrontés à ces situations-là, ils sont tellement démunis qui peuvent en parler un peu au premier venu, quoi, et trouver des lieux où ils peuvent en parler réellement. Mais comme il y a eu
un important discours disant en gros, si des gamines se prostituent, c'est parce que la famille est dysfonctionnelle, qu'il y a de l'inceste, qu'il y a de la violence. Oui, c'est pas des familles qui sont en général parfaitement harmonieuses, ça n'arrive pas comme ça. Mais non, il y a quand même des parents qui essayent de soutenir leurs gamines, qui sont pas, je veux dire, bon, pour qui il y avait des difficultés dans la famille, mais pas forcément des hauts niveaux de maltraitance, et qui trouvent très peu de soutien. Là, ça commence un petit peu. Il y a eu quelques articles dans la presse où il y a des associations de parents qui commencent à demander du soutien, et je crois qu'il faut accepter la légitimité de ces demandes-là, même si parfois elles peuvent être un peu complexes. Je me permets juste de rebondir, Emmanuel, effectivement, parce que dans notre imaginaire collectif, on aura tendance à croire et à penser, du moins, que ces jeunes filles sont issues de foyers ou de protection de l'enfance, tout simplement, que ce sont des situations de jeunes filles où ça dysfonctionne dans la famille. Alors, comme tu disais, en effet, oui, mais pas que. Faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'utilisation des réseaux sociaux, on retrouve aussi une autre caractéristique, j'ai envie de dire, de jeunes filles qui s'identifient à des influenceuses, par exemple. Pour exemple, vous savez, moi, quand je leur demande quelle est l'image, je dirais pas historique, puisqu'aujourd'hui on parle plus comme ça, mais il fut un temps, enfin moi je suis d'une époque très lointaine, on va dire, mais nous à l'époque, lorsqu'on nous demandait par qui tu peux te sentir représenté dans la société actuelle, on avait des références très, très historiques. Aujourd'hui, les filles nous donnent des références très actuelles, j'ai envie de dire, mais qui sont celles des influenceuses. Moi, j'ai le nom de Maëva Guénam qui ressort très souvent lors des interventions. Donc Maëva Guénam, influenceuse télé-réalité. C'est pas le super exemple, mais c'est l'exemple que beaucoup de jeunes filles vont citer. Beaucoup aussi de jeunes filles vont s'identifier à elle, vont considérer que Maëva Guénam, c'est vraiment le symbole de réussite sociale, puisque voilà, c'est une très jolie fille qui vit, qui mène une vie de rêve, d'après ce qu'elles vont considérer. Et c'est ça aussi leur représentation. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, comment vous travaillez avec les jeunes qui sont auteurs de faits de proxénétisme? Enfin, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est proposé, quelque chose? Alors, ouais, c'est vrai que alors ça vient pas, c'est pas comme ça. C'est souvent parce que c'est des situations qui sont judiciarisées, où c'est des jeunes filles qui, dans le cadre d'une IP, donc d'une information préoccupante, où on va être mandaté pour évaluer la situation. C'est à ce moment-là que moi, par exemple, je vais intervenir dans la situation. Mais pour vous dire très franchement, c'est très rare que ce soit des filles qui viennent directement à nous. C'est surtout sur orientation ou parce qu'on nous a demandé d'évaluer la situation. Et ils acceptent de te parler, ces jeunes qui sont pendant ces évaluations? Alors, c'est pas facile. C'est pas au premier entretien qu'elles vont parler. Comme je disais, de filles qui sont poursuivies pour proxénétisme sur d'autres filles. Ah non, alors pardon, excusez-moi, je suis désolée, j'ai mal. Pardon, désolée. Oui. On les voit pas, les filles proxénètes. On les voit pas du tout. Là, dans le court métrage, alors c'était quoi son prénom déjà? Je me rappelle plus. Lina. Ouais, Lina. Donc Lina, qui est la recruteuse. Il faut savoir qu'elle était déjà peut-être potentiellement, avant de devenir recruteuse, qu'elle était déjà peut-être elle-même une victime et qu'elle est devenue après. Donc les recruteuses, on les voit pas, très sincèrement, on les capte pas.
Non, souvent elles sont plutôt orientées déjà par... C'est très compliqué cette histoire, parce qu'effectivement, il y a des cas de filles qui ne sont pas passées par la prostitution et qui deviennent recruteuses, mais c'est vraiment pas la majorité. Pour la plupart, ce sont des filles qui vont chercher à améliorer leur statut à l'intérieur du réseau, hein, en créant une sorte de redevabilité. Si une telle, elle bosse pour toi, bah, c'est quand même grâce à moi. Ou alors pouvoir sortir du réseau. On lui dit oui, mais toi tu rapportes tant, il faut que tu me trouves au moins 3 filles. Voilà. Donc et elles sont très vulnérables parce que bon, elles n'ont pas les mêmes techniques pour se dissimuler. Elles peuvent être laisser beaucoup de traces lors de leur communication avec les personnes. Et bien souvent, les policiers vont les poursuivre en abandonnant, enfin la justice abandonne à terme si elles parlent. C'est vraiment cette type d'instrumentalisation. Ce qui amène des suivis très complexes parfois, parce que comme elles ont été victimes, mais que cette époque où elles étaient victimes, c'est pas pris en compte dans l'affaire, puisqu'elles y entrent en tant qu'auteurs. C'est compliqué. Du côté des garçons, il y a quand même plutôt une tendance à ne pas parler. Hein. Je veux dire que c'est pareil que pour les stupes. Et donc c'est très compliqué. Alors je sais que Claude Giordanella et Hélène David ont fait des entretiens en prison avec des personnes condamnées. Très compliqué. Les rares fois où il y a des gens qui sont parlés, c'est effectivement notamment un gars, mais alors, qui n'avait vraiment rien à voir avec ce contexte-là, hein, puisque c'était un gars qui venait d'Afrique, d'un réseau africain, mais qui lui-même était un enfant qui avait été abandonné, livré à la rue, petit, qui avait subi des tas de violences, puis qui était devenu proxénète, et qui a commencé à développer quand même une certaine empathie vis-à-vis de ses filles victimes, parce que lui-même, il voyait bien aussi son parcours, et c'était aussi pour lui la possibilité de faire un retour sur son parcours. Et ouais, il pigeait pourquoi cette peine, et puis il n'avait pas envie de répéter ça. Mais pour d'autres, ils disent non, mais en fait, moi je rendais service, c'est vraiment des putes, elle s'est mise à parler, mais. Voilà, c'est parfois assez compliqué de travailler avec des auteurs, mais comme dans les affaires de stupes, ou alors il faut vraiment... C'était Karima Esseki qui travaillait avec les jeunes qui étaient dans le stup et qui a développé une stratégie qui était de dire « Ah oui, non mais je sais, toi t'es pas en cause, hein, mais tu as déjà vu des gens qui sont dans le stup, tu sais comment ça marche. » Et puis... Puis le mec disait oui, ça se passe comme ça, mais on disait que jamais c'était lui. Bon. Mais j'ai envie de dire, dans le type, il n'y a pas vraiment de victime. Hein. Je veux dire, le vendeur, c'est pas une victime. L'acheteur, celui qui va acheter son shit, c'est pas une victime non plus. Par contre, dans cette affaire-là, il y a quand même quelque chose de plus... donc jouer au jeu... Je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait être dans ce jeu de dupe, où personne n'est dupe. Pour au moins les aider à réfléchir sur leurs pratiques. Oui, bonjour. Vous évoquiez tout à l'heure que qu'il y a là, depuis ces dernières années, c'était une pratique qui glisser vers un âge de plus en plus jeune. Est-ce que vous avez des données statistiques là-dessus et les recrutements, comment ça s'organise, voilà, si vous avez quelques éléments là-dessus. Alors, des données statistiques, non, on n'en a pas. Par contre, moi, je travaille avec l'intervenante sociale du commissariat
donc de la ville de Noisy-le-Sec, qui nous fait des retours assez inquiétants, on va dire, sur ces situations. Donc, en fait, comment est-ce que ça se produit? Donc, je peux vous donner une vignette, un cas de figure. C'est le cas d'un jeune garçon de 17 ans qui fait croire à une jeune fille de 13 ans qu'il est amoureux d'elle. Donc, il connaît l'établissement scolaire qu'elle fréquente. Il repère pas mal de choses, notamment qu'il n'y a pas de papa, que c'est une famille monoparentale, qu'il n'y a pas de grand frère, parce qu'un grand frère aussi, ça peut aider. Donc, on sent quand même une certaine vulnérabilité au sein de la famille. Et donc, il séduit cette jeune fille en lui disant qu'il est amoureux d'elle. Et cette jeune fille, du haut de ses 13 ans, elle y croit. Elle aussi, elle dit être tombée très amoureuse, éperdument amoureuse de ce garçon-là. Et puis un jour, il lui dit, tu sais, je vais devoir quitter la cité parce que j'ai des problèmes avec des mecs et je leur dois des sous. Ils veulent ma peau et pour me protéger de ces personnes-là, je vais devoir fuir. Donc cette pauvre jeune fille complètement effondrée à l'idée de ne plus voir celui qu'elle aime éperdument, lui demande, le supplie de ne pas partir et lui dit, tu sais, la seule raison pour que je reste, tu pourras peut-être m'aider à rester, c'est en remboursant ma dette auprès des jeunes. Donc ce que tu peux faire, c'est faire des fellations à ces garçons-là. Comme ça, l'argent qu'ils vont me donner, ça servira à combler la dette. Et elle s'est retrouvée à faire des fellations tous les mercredis après-midi, après les cours, dans une cave, à une dizaine de garçons, pensant aider son copain à se sortir de son prétendu problème. Et ça, c'est un cas qu'on a eu l'année dernière. Et cette jeune fille a pu mettre des mots sur ce qu'elle vivait, sur cette situation, puisqu'elle a réussi à en parler à sa mère. C'est vraiment très rare qu'elles arrivent à en parler, mais je pense que c'est le choc traumatique qui a fait qu'elle a pu en parler. Et la maman donc s'est présentée au commissariat pour porter plainte. Malheureusement, aucun des garçons n'a pu être appréhendé puisqu'ils avaient tous des masques pendant les fellations. Et donc la fille disait qu'elle reconnaissait certaines voix de garçons de la cité, mais c'est des garçons qui avaient des pseudos, donc malheureusement c'est une affaire qui a été classée sans suite. Et c'est souvent le cas malheureusement dans la prostitution des mineurs. Oui, c'est-à-dire que la prostitution n'est pas un délit en soi, donc on ne la comptabilise pas. On peut comptabiliser des victimes qui apparaissent dans des affaires de proxénétisme, des gens qui sont poursuivis, et donc éventuellement, ça veut dire qu'elles portent plainte. Ce qui peut signifier s'exposer à des représailles. Donc un certain nombre de victimes ne portent pas plainte. Elles peuvent être mentionnées comme témoins, mais bon, c'est pas dans la procédure si elles sont identifiées. En même temps, on a beaucoup de circuits où les filles, elles tournent d'un endroit à l'autre, etc. Et donc, en fait, il n'y a pas de comptabilisation. C'est simplement qu'aujourd'hui, je ne sais plus, il y avait une enquête qui a été faite où 70% des acteurs de la protection de l'enfance disent j'ai au moins rencontré une situation comme ça dans l'année. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas autant de cas et puis il y a des témoignages aussi de cas de jeunes filles de 11 ans, vraiment de plus en plus jeunes. Et ça, c'est d'ailleurs une des limites de Plan Sous, c'est que ça s'adresse plutôt à des gamines, mettons 4e,
plus jeune, on risque d'aller très fortement sur le côté « Ah bah ouais, mais c'est une vilaine, Naya, bah ouais ». Puis d'ailleurs, toutes les trois, elles sont vilaines. Vous avez vu, elles ont dit à leur papa et à leur maman qu'ils regardaient des séries, puis elles sont parties quand même. Voilà. Donc on va avoir des gamins qui vont dire avoir une lecture. Donc ça pose la question de la création d'un outil qui soit adapté à des tranches d'âge plus jeunes. Non, il y a un vrai problème statistique. Il y a récemment les travaux de Aziz. Son nom m'échappe tout d'un coup. Bon, qui a fait un travail avec l'ASE de l'Essonne. Et il arrivait à 3,6% des jeunes, à partir de quelque chose de très, très bien construit, hein, avec des tirages aléatoires des dossiers à l'ASE, 3,6% des jeunes victimes ont été dans leur vie victimes d'exploitation sexuelle. Si vous reportez ce chiffre de 3,6 rapporté au nombre de jeunes pris en charge par l'ASE au niveau national, vous arrivez à 15 000. Donc, comme Koumba le disait, il n'y a pas que des jeunes de la protection de l'enfance. Donc, peut-être il y en a 20 000. Enfin, il n'y en a pas 20 000 qui ont une prostitution active au jour d'aujourd'hui. Il y en a 20 000 qui ont probablement subi, au moment où est fait l'étude, une situation d'exploitation sexuelle et dont un certain nombre auraient besoin d'un soutien, pouvoir en parler. Mais dire combien se prostituent là aujourd'hui, il faudrait mener consulter les annonces, passer par les annonces. En fin de compte, ils utilisent rarement, de moins en moins, les photos des filles elles-mêmes, parce qu'ils savent que ça pourrait les embêter. Donc ils prennent des photos de n'importe quelle fille qu'ils ont récupérée sur Internet. Et puis une même fille peut avoir plusieurs annonces sur plusieurs sites. Donc il y a un problème de comptabilisation, ce qui permet des stratégies de minorisation de la problématique. Le problème, c'est pas pour moi la question du nombre de gamines, c'est que ça fait des ravages, et plus elles sont petites, on va rentrer là-dedans, plus les ravages sont terribles et durables. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai une question un peu... Depuis tout à l'heure, je trouve qu'on se pose beaucoup la question de OK, comment on fait en sorte de dire aux filles de se protéger, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour dire principalement les garçons, du coup, en fait, c'est pas OK de protéger votre copine. Enfin, je trouve qu'il y a aussi un vrai axe de travail à mettre en place là-dessus, sur l'histoire dont vous parliez tout à l'heure, qui est assez horrible, en fait, de dire OK, on prend en charge la victime, évidemment, et c'est important. Mais qu'est-ce que nous, on a raté en tant que professionnels pour que les garçons se disent c'est OK de faire ça. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, sur ça, en fait, de c'est fatigant de encore responsabiliser les filles, de leur dire faites attention. En fait, elles portent déjà une charge énorme. Et du coup, juste... pour moi, il y a quand même un vrai axe de travail à avoir sur les garçons, là, en fait. Voilà, juste, j'aimerais bien avoir 2-3 billes sur ça, ce que vous en pensez et tout. Mais je vous rejoins complètement, vous avez complètement raison. Alors, j'ai envie de dire que ça commence par l'éducation. Comment est-ce qu'on éduque un garçon et pourquoi un garçon est éduqué différemment d'une fille ? Il n'en va pas au départ de notre ressort à nous, les professionnels, mais de celui des parents. Ensuite, nous, en tant que professionnels, effectivement, nous avons une part de responsabilité aussi, mais je pense que ça devrait commencer dès l'entrée en école maternelle. Alors, évoquer les notions déjà de consentement, ça devrait se faire dès tout petit, mais cette notion d'éducation à la santé et à la sexualité aussi. Voilà. Mettre les filles et les garçons sur un même pied d'égalité. Et comment il est reçu Parce que nous, quand on avait fait des enquêtes, il était plutôt bien reçu par les garçons dans les questionnaires qu'on avait. Il y avait peu
peu de cas où on voyait pas de différence sensible, un peu plus de négativité du côté des garçons, mais c'était pas énorme. Comment il est reçu, par exemple, dans ton groupe classe? Par exemple, quand tu fais le tribunal, est-ce que tu vas trouver des avocats pour... Pour le coup, les garçons qui, eux, avaient des jugements sur les filles se retrouvent justement à devoir les défendre. Et c'est là qu'ils vont pousser leurs réflexions et sortir même de leur retranchement, puisqu'ils vont devoir donner des arguments pour défendre la jeune fille en question. Donc c'est ça qui est intéressant. Même si de base, ils avaient des a priori et des préjugés, mais bien définis, bien arrêtés, eh ben, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils évoquent d'autres notions que finalement, auxquelles ils n'auraient pas pensé. En l'occurrence, le contexte de vulnérabilité, le contexte de violence parfois, le contexte intrafamilial. Tout ça, ça va être des choses, bien évidemment, on va les aider aussi à réfléchir comme ça, mais c'est des choses qu'ils vont pouvoir mettre en réflexion et travailler autour de ça. Bonjour, j'avais juste une petite question. Je suis toujours surpris qu'on ne parle jamais de l'argent, c'est-à-dire former aussi les jeunes à la notion de l'argent et de la valeur de l'argent. Je vous avoue que là, je pêche. Former les jeunes à la notion de l'argent. Mais en fait, moi, je pense que déjà, avant même que nous, professionnels, on vienne intervenir là-dessus, comme je le disais tout à l'heure, il y a la question de l'éducation. Et ça, c'est dans le cadre familial que ça devrait être pensé, réfléchi, parlé, discuté avant tout. Nous, quand on arrive, c'est un peu comme un cheveu dans la soupe, en fait, en quelque sorte, hein, puisque j'ai envie de dire que il y a quand même... j'allais dire que le mal est déjà fait, c'est un peu grave de dire ça comme ça, mais et dommage même. Mais c'est vrai que la notion de l'argent, nous, on en parle très peu avec les jeunes. Alors, très peu. Alors, sur la question de la prostitution, on va en parler en disant que la prostitution, ça ne rapporte rien du tout à la jeune fille. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hein. C'est-à-dire que le cas que je vous évoquais tout à l'heure de la jeune fille qui faisait des fellations, c'était 5 € la fellation. Hein. D'accord ? Qui est-ce qui va récolter le plus d'argent ? C'est le proxénète. Mais la jeune fille ne rapporte, ne gagne pas grand-chose. Puisque la jeune fille, donc, finalement, ce qu'elle va recevoir, en quelque sorte, ça va être de quoi fumer, de quoi manger, de quoi boire, parce qu'il faut aussi être dans un état second pour pouvoir assurer tout ça. Parce qu'on n'en a pas parlé, hein, de l'alcool et des drogues. Mais il faut se dire que pour tenir, il faut qu'elle soit dans un état second. Et donc, ça va être ça qui va leur être retiré, finalement, cette consommation de drogue ou d'alcool. Tout le mécanisme de mise en dette qui était évoqué par Pujol à l'intérieur du trafic, on le retrouve à plein dans cette question. Enfin, il est 17h... non, pas encore 17h30. Il est 12h30. On va clore ici pour vous permettre d'aller déjeuner. Merci. Merci.